Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio avec, vous allez le voir, des histoires d'entrepreneurs qui déjà vont vous montrer que la relance est à portée de main, mais vous allez voir ça. Alors il faut le dire d'un mot parce que il faut que tous les entrepreneurs là. Nicolas est venu me voir il y a 4 ans. Ouais, tout juste. Il y a 4 ans tout juste, pour dire c'est fini, c'est mort. Big Moustache est mort, on n'y arrive pas, on n'a plus d'argent, on est à la rue, je vais fermer. Tu venais même pas d'ailleurs pour dire on peut peut-être se relancer et tout, non, c'était bon bah voilà quoi, tant pis, on va remonter autre chose, etc. Et puis tout à coup ça a redécollé, voilà. Ouais. Ça veut dire qu'une bonne idée elle est jamais morte, ça veut dire ça aujourd'hui, donc 2 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Ouais, 2 millions aujourd'hui. Et quasiment rentable. Et quasiment rentable. On serait rentable si on n'avait pas eu la crise sanitaire, à vrai dire, parce qu'on a une activité physique maintenant et donc qui a été fermée. Là, on va avoir 3 ou 4 mois de fermeture. En plus avec des investissements, c'est-à-dire on va parler. Hein, au départ c'était des lames de rasoir et puis maintenant tu t'étends sur tout un truc. Gamme, ouais. Et donc des investissements pour monter des salons de barbier, c'est ça? Ouais, des investissements pour des salons de barbier et puis des investissements pour développer des produits parce qu'on développe notre propre marque de produits, produits cosmétiques, donc nos propres formulations, etc. Donc il faut des investissements et effectivement le planter, c'était aussi le fait de manquer un peu d'investissement. Et qu'est-ce qui a fait... Alors oui, il y a des investisseurs qui sont arrivés, mais tu as changé quelque chose entre le plantage et puis le redémarrage? En fait, ce qui a justement changé, c'est qu'on était sur un modèle uniquement online et beaucoup autour de l'abonnement de lames de rasoir, et que le marché c'est beaucoup élargi et effectivement on est de plus en plus de barbus, les gens prennent soin d'eux, les hommes prennent de plus en plus soin d'eux, mais le rasage est un peu en descente, donc on a élargi vraiment la gamme et du coup on est allé aussi sur les réseaux physiques, on est sorti du web pour avoir des empreintes physiques et que les gens puissent retrouver nos produits en physique, alors chez nous, et puis on est rentré aussi dans des réseaux type Monoprix. Mais il fallait juste pivoter un tout petit peu du rasage aux soins de la barbe finalement. Ouais, exactement. C'est ça. Il fallait pivoter à la fois et s'élargir en termes de produits et s'élargir en termes de distribution. On était trop full web, donc ça suffisait pas. En fait. Le nouveau patron de BIC là, il dit que le télétravail est déjà en train de changer la fréquence de rasage. Tu le vois toi aussi. D'ailleurs, j'ai titré qui se rase encore. Voilà, c'est le point d'interrogation. Alors moi, nous c'est assez étonnant parce que les confinements, donc c'est forcément lié au télétravail, mais en fait nous augmente fortement nos ventes sur les produits de rasage. On a normalement nous une tendance beaucoup plus forte sur la barbe et en fait on constate quand même que, alors ce sont des clients qui a priori connaissaient plutôt notre marque avant, mais qui profitent aussi d'être chez eux pour avoir dans leur salle de bain plus de produits ou des produits un petit peu plus techniques parce qu'ils vont avoir peut-être se donner un petit peu plus de temps pris sur les transports ou je sais pas quoi. Donc nous c'est pas tout à fait à l'inverse, mais on a aussi ce comportement là de celui qui a plus de temps le matin. C'est intéressant parce que j'ai reçu des entrepreneurs qui s'étaient lancés sur le sujet de la cosmétique masculine. Il y a 4-5 ans, tout le monde nous disait ça y est, c'est parti là. Et en fait, c'est retombé aussi vite que c'est... Sauf pour toi. Bah, je suis pas le seul et je fonctionne mieux aujourd'hui parce qu'on est plus nombreux aussi. Et que quand même, la cosmétique masculine et le soin pour hommes s'est développé. Pas du tout effectivement aussi vite que ce qu'on avait prédit. On attendait un boom. Et en fait, c'est assez lent. Mais moi, mon sentiment, pour y être maintenant depuis 7 ans dans la cosmétique masculine et le soin pour hommes, c'est que finalement, l'homme aussi est très difficile à capter. Et en fait, pour lui faire changer d'habitude, c'est assez long. Et donc, on y arrive, on a réussi nous petit à petit. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est élargi pour plaire à un maximum d'hommes dans leur salle de bain. Et pourquoi? Parce qu'on n'assume pas l'idée de vouloir essayer d'améliorer son apparence, ou parce qu'on n'a pas le temps? Je pense que c'est vraiment des habitudes, c'est-à-dire qu'on a du mal. Nous, on a beaucoup de personnes qui regardent nos produits, se disent ah oui tiens pourquoi pas, on échantillonne et puis on les fait essayer et nous disent oui pourquoi pas, et quand on les retrouve quelques mois après, en fait ils n'ont pas essayé parce que finalement ils passent dans leur magasin physique, parce que finalement ils ont un produit qu'ils voudraient terminer. Donc c'est quand même une population qui est assez difficile à capter. Bon, l'idée de départ quand même. L'idée de départ c'est que, on en avait parlé, moi je me souviens. Le prix des lames de rasoir est quand même un truc de dingue, voilà. Et j'ai même appris d'ailleurs, je crois que c'est là-dessus la fameuse taxe rose. J'ai même appris que c'était encore plus cher pour les femmes que pour les hommes. Ok, il y a de la technique, c'est de la coupe très très fine, mais enfin quand même, c'est des prix démentiels. Et c'est là-dessus que tu étais parti, toi. Oui, tout à fait. Faire vraiment chuter les prix avec une offre d'abonnement. Pourquoi est-ce que ça suffit pas à faire fonctionner une entreprise?
En fait, ça suffit pas en France parce qu'il y a des modèles américains qui fonctionnent. Mais parce qu'avec une taille de marché considérable. Exactement. Et pour nous, c'est la principale difficulté, c'est qu'en fait, je me suis lancé avec peu de moyens, mais surtout sur un marché petit. Et du coup, en fait, aujourd'hui, quand je compare au marché américain, même les Américains ont énormément élargi leur portefeuille de produits. Comment parce que l'abonnement cette boîte américaine Dollar Shave Club, notamment. Shave Club. Racheté par L'Oréal, c'est ça Racheté par Procter. Par Procter. Ouais. Voilà. Et puis il y a une deuxième derrière qui s'est lancée un tout petit peu après. Mais donc nous, on est sur un marché trop petit et surtout dans le marché des soins pour hommes, en fait, le rasage ne suffit pas. Et en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que finalement, on avait pris complètement le problème à l'envers parce qu'on était parti sur une niche qui était donc ce rasage, cet entretien de la barbe. Alors que maintenant, on se développe sur des produits du quotidien, déodorants, dentifrice, savon, shampoing, etc. Donc on a vraiment fait le chemin à l'envers. C'est pour ça qu'on a mis du temps aussi. Mais effectivement, il fallait persévérer, il fallait pas lâcher au bout de 4 ans. Donc oui, mais t'avais pas le choix. Hein, non, j'avais pas le choix. L'avion tombe. Il peut planer pendant un moment, puis l'avion tombe. Grande phrase aussi que j'entends beaucoup auprès des entrepreneurs dans le sujet, il n'y a plus de barrière à l'entrée sur les cosmétiques. C'est-à-dire à partir du moment où tu as l'idée, où tu as la marque, où tu as le marketing, etc., c'est assez facile à faire, c'est vrai? Alors, en fait, pour moi, ce qui est très difficile, c'est de construire une marque, en fait. C'est-à-dire que faire un produit cosmétique, effectivement, et là encore, pour voir des laboratoires depuis 7 ans, ça a énormément évolué et les laboratoires sont beaucoup plus ouverts. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de marques qui se lancent. Maintenant, avoir un positionnement clair et cohérent et travailler une marque comme nous on le fait, je pense que c'est ça qui est difficile. Et ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, c'est arriver à avoir une marque qui est accessible et adressable à tous les hommes. Et donc en termes de rapport qualité-prix, on essaie d'avoir des produits excellents. Et sur des formulations, on est 100 sur 100 sur Yuka et on essaie d'avoir des choses les plus naturelles possibles. Ce qu'on a toujours fait depuis 7 ans. Mais Yuka n'existait pas à l'époque, donc on a aussi... Oui, parce que de quoi il me parle? Il est en Grande-Bretagne. Non, 100 sur 100 sur Yuka. Yuka, c'est la fameuse application de la merveilleuse Julie Chapon qui note tous les produits. Exactement. Okay. Exactement, qui note tous les ingrédients et qui est un critère objectif que nous on trouve pas forcément parfait, mais qui est un critère côté consommateur qui est de plus en plus important. Ça m'intéresse ça. Est-ce que tu as fait évoluer tes recettes pour être 100% Yuka compatible? Clairement, dans la formulation, c'est un de nos critères. C'est pas le seul, mais c'est un de nos critères. Et de l'avis de notre labo, tous les industriels maintenant l'ajoutent comme critère, ajoutent cette note Yuka. Donc c'est important. Après, c'est pas parfait parce que Yuka, c'est vraiment produit par produit, c'est pas de la chimie. Donc forcément, bon. Mais tu te rends compte de ce qu'elle a. On n'est pas pour parler de ça, mais quand même, je reste. Enfin, cette histoire, on l'a racontée 1000 fois, scotchante. Mais ce qu'elle a réussi à faire, elle aussi, en 5-6 ans. Mais c'est tout à coup. C'est devenu absolument indispensable. Et encore, on est dans la cosmétique. On ne parle pas de l'alimentation, mais effectivement, dans la cosmétique, ça devient de plus en plus indispensable. Comment est-ce que maintenant tu vas développer ton marché? Parce que Big Moustache, alors pour le coup, t'étais presque en avance d'ailleurs. Hein. C'est très, alors on dit hipster maintenant. C'est. Justement, nous on essaie de sortir de. C'est la marque hipster par excellence quand même. On essaie de sortir de ce. Nous, notre clientèle, elle est vraiment pas hipster. Notre clientèle, c'est celui qui est dans une salle de bain, qui utilise rien ou pas grand-chose, ou qui va dans la grande distribution, se fournit, etc. Où on lui fournit. Envie d'accéder parce que il a envie d'accéder soit à un barbier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est développé sur les salons aussi. C'est que en fait, les hommes, ils ont envie de prendre soin d'eux, mais ils cherchent aussi des spécialistes. Et donc, avec les barbiers, on a des spécialistes qui leur apportent des conseils. Dans les salons. Donc c'est beaucoup plus que les hipsters. C'est vraiment, on n'est plus du tout là sur un sujet de est-ce que c'est une mode, pas une mode. Non, les hommes prennent soin d'eux et tous les hommes prennent soin d'eux. Donc ça, et ils prennent soin de leur barbe. Il y a un truc avec la barbe incontestablement. Oui. C'est les hommes tes premiers clients ou c'est les femmes pour leurs hommes? Sur les périodes de fête, c'est les femmes. Nous, on a 40%, si on prend l'année du 1er janvier au 31 décembre, 40% de nos achats sont faits par des femmes. Et évidemment, période de fête, ça monte à 70%. Donc en fait, elle est très prescriptrice et effectivement, nous, on le note aussi parce qu'elle est beaucoup plus à même de changer d'habitude et là, en l'occurrence, de faire changer d'habitude. Donc on essaye vraiment de travailler cette cible-là. C'est pour ça aussi qu'on va sur la naturalité et des bonnes notes sur Yuka parce qu'on sait que c'est des critères importants. C'est quoi le business plan, là, 10 millions d'euros dans combien de temps?
Dans 3 ans, on a vraiment aujourd'hui notre positionnement qui est clair, à la fois online, offline, produits et services. Et maintenant, on veut accélérer. On atteint la rentabilité dans un contexte qui est vraiment difficile. On a un canal web évidemment qui explose comme n'importe qui en ce moment. Et ce qu'on veut, c'est avoir plus de distributeurs sélectifs en France et à l'étranger. On veut que Big Moustache soit vendu hors de France demain. Et on veut continuer évidemment à se développer online et à développer nos salons physiques pour parfaire cette image de marque. Bravo Nicolas. Nicolas Guenier, donc le fondateur de Big Moustache, notre premier invité. On va parler maintenant de pub, mais de pub dans les magasins sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. C'est Grégoire Audibert qui est avec nous. Alors on n'a que 10 minutes, mais quand même, très rapidement, pourquoi un nom de société? Pourquoi les champignons d'hiver? Pour parler vous faites de l'affichage digital, hein, voilà. C'est presque une longue histoire, mais on va la faire vite. Ouais, vite. On fait des objets qui sont connectés en réseau, comme les champignons, et on est une start-up qui croît assez vite, comme les champignons. Donc on voulait un nom de champignon. Winter Mushroom, j'étais à Singapour à l'époque où j'ai trouvé le nom, et c'est le nom des petits champignons de la cuisine asiatique qui poussent là-bas. Bon, ben voilà. Non, et ça c'est. Prenons acte ensemble d'un truc. L'affichage aujourd'hui ne vend plus un lieu, mais une audience. Tout à fait. Racontez-moi comment c'est possible. Alors évidemment, il faut que ce soit l'affichage digital, mais peut-être même l'affichage papier d'ailleurs, peut-être même... Eh bien, autrefois, ce que l'on connaissait, c'était les endroits où les gens passaient. On pouvait statistiquement regarder avec quelqu'un, en fait, manuellement, quelle est mesurée l'audience. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il en existe beaucoup, dont celles que l'on développe. On est capable de dire en temps réel les données sociodémographiques des gens qui passent à un endroit. De manière plus ou moins intrusive, donc ça peut être avec leur téléphone mobile qui est localisé par leur opérateur, ça peut être avec de la classification de visage comme nous on fait, qui est donc moins intrusif. La classification de visage. Oui, vous avez noté, on ne dit pas reconnaissance de visage parce que ce n'est pas ce qu'on fait de la classification de visage. C'est-à-dire qu'on va se baser sur une assez large base d'images et on va apprendre à détecter les hommes des femmes et les tranches d'âge des gens qui passent devant, de manière parfaitement anonyme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien. Les hommes, les femmes, les tranches d'âge, les revenus? Alors les revenus, malheureusement, on ne sait pas encore le dire avec votre image. Ça me rassure un peu. Non mais je vous attendais. Je me disais, waouh. Bientôt. Non, on travaille pas dessus encore, promis. On va vous laisser. Mais au moins les hommes, les femmes, les tranches d'âge. Tout à fait. On sait dire un âge approximatif. Donc c'est l'âge apparent. Déjà évidemment, ça dépend de ce que les gens ont envie de renvoyer. Et c'est pas magique. On n'arrive pas à lire votre carte d'identité dans votre poche. Donc c'est plutôt à une dizaine d'années près. Qu'est-ce que ça change dans, alors j'allais dire l'acte d'annoncer, pour celui qui a le panneau publicitaire, qui va en toucher les revenus, qu'est-ce que ça change pour lui? Alors celui qui va toucher les revenus, il va pouvoir proposer à ses clients, qui sont donc les annonceurs, des emplacements qui vont avoir une bien meilleure valeur, parce que finalement, au lieu de pousser un contenu qui va potentiellement ne pas intéresser, 50% des gens qui vont passer devant l'écran, vous allez pousser un contenu qui, à l'instant T, va intéresser les gens, on suppose en tout cas, qui vont être devant l'écran à ce moment-là. C'est ça. Donc on n'est plus sur une statistique, sur une longue échelle de temps, une journée, une heure, etc. On est dans l'instantanéité. Un homme de 35 ans à peu près qui sont en train de passer devant mon écran, le meilleur visuel qui va le plus les intéresser, le plus attirer leur attention, c'est celui-ci. Et donc ce panneau d'affichage, j'imagine que les messages vont pouvoir évoluer en fonction des heures de la journée? Ça peut évoluer en fonction des heures de la journée, ça peut évoluer en fonction de la météo, ça peut évoluer en fonction d'un flux RSS qui va nous donner les news, le match de foot l'équipe du match de foot qui a gagné, n'importe quoi en fait. La collecte de données plus le matching avec la cible qui passe devant, finalement, c'est illimité. Vous dites que c'est une manière d'annonce personnalisée et pas personnelle. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme on disait juste avant, avec la classification de visage et non la reconnaissance de visage, on va statistiquement vous montrer quelque chose que l'on pense que vous aimez, basé sur la connaissance de l'annonceur, de sa clientèle. Et donc ça va nécessiter aucune donnée de votre part, si ce n'est que ce qu'on voit.
Donc c'est personnalisé. C'est le message que l'annonceur pense être pour vous. Et c'est pas personnel parce qu'on n'utilise aucune de vos données. C'est ça. Mais comme vous l'avez dit à un moment, vous l'avez dit juste d'une phrase, ça dépend de l'image que vous voulez renvoyer. Tout à fait. Et à la limite, la donnée que vous utilisez, c'est comme si je vous croisais dans la rue. Oui, voilà, exactement. Tout à fait, tout à fait. Et c'était exactement ce qu'on voulait faire. Alors après, l'autre élément qui me passionne, c'est que, alors, il y a pas mal de polémiques quand même, autour de l'utilisation de ces outils digitaux et autour de l'affichage digital. Est-ce que ça peut être un outil de revenus supplémentaires et donc de relance pour les magasins physiques qui sont aujourd'hui, Covid ou pas Covid, en plein doute et face à une nécessaire bouleversement de leur modèle économique? Alors je pense que oui, et j'espère bien. Nous, notre cible de clientèle, contrairement à un déco, etc., c'est l'intérieur des magasins, c'est les chaînes de magasins. Et on pense qu'on va leur apporter deux choses, deux nouvelles possibilités de revenus. La première, évidemment, c'est qu'ils peuvent revendre des emplacements intelligents à leurs fournisseurs, acheter leur stock moins cher ou alors vendre de la pub, bêtement. Ça, c'est eux qui voient. Mais l'autre point, c'est que je pense qu'on est dans un monde où on va avoir deux entités qui vont s'opposer. Le web, qui va proposer beaucoup de choix, beaucoup de prix agressifs, le confort de rester chez soi. Et d'un autre côté, les magasins physiques qui vont vendre de l'instantanéité d'achat. Le plaisir d'aller dans le magasin et de ressortir tout de suite avec son article, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment encore beaucoup ça. Et ce qu'on appelle l'achat d'impulsion aussi. Exactement, voilà. Exactement. Et ce qu'on va permettre de faire, c'est de donner aux clients qui viennent dans le magasin de l'information sur une promo en cours, sur un nouveau produit qu'ils n'auraient pas vu autrement. Peu importe en fait ce que le magasin a envie de transmettre à ses clients dans une méthode qui va être optimisée pour eux, qui va pas leur mettre une pression publicitaire extrême parce que finalement ils vont pas avoir 50 fois le même affichage au long de leur parcours dans le magasin. Ils vont voir un visuel qui risque de les intéresser. Ils le feront ou ils le feront pas, ça les regarde. Mais en tout cas, on les aura pas harcelés de pub, ils auront vu ce que le magasin voulait leur dire, et dans la seconde qui suit, on fera la même chose pour la personne suivante. Et il y a ce sujet qui désespère les commerçants autour de leur trafic, qui est de dire, ils viennent dans le magasin, ils regardent, ils vont ensuite aller acheter chez Amazon. Et ça, c'est terrible. Tout à coup... Oui, mais enfin c'est un fait. Et tout à coup, ce trafic, il est valorisé grâce à vous. Tout à coup, ce simple fait où tu te dis, j'ai perdu complètement ce consommateur. Non, tu l'as pas, parce que ça continuera ce comportement. Vous arrivez à valoriser ce trafic. Tout à fait, tout à fait. Tout à coup, le magasin Nous, on s'adresse aux gens qui sont sur le carrelage déjà. C'est ça. Et on leur parle, on s'adresse à eux et on améliore leur expérience à l'intérieur du magasin. Pourquoi à l'intérieur du magasin le magasin, il a une vitrine? Alors, on en revient à RGPD, on ne peut pas déployer la même technologie dans les vitrines. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faudrait qu'on filme la rue, et ça, on n'a pas le droit. Et ça, c'est pas... Ah, d'accord. Voilà. Donc on ne le fait pas. On pourrait avoir des dérogations, c'est techniquement faisable, mais c'est un peu compliqué. Je pense que c'est pas là où on a le plus d'intérêt. Donc on le fait pour les gens qui sont rentrés. Pour amener les gens dans le magasin, il y a toujours les écrans de vitrine classiques qui vont afficher des visuels plus standards. Ouais. Absolument. Ce que les commerçants à ce moment-là ont envie de pousser, voilà. Mais ça peut pas être. Ça ne peut pas être ciblé comme ça. Vous dites quand même personnalisé. Comment? Est-ce que oui, ça ne peut pas être personnalisé, pas personnel. Pas trop personnalisé. Et le sujet quand même pour Winter Mushroom et pour que le champignon continue à croître, enfin continue à se multiplier. Bien sûr. C'est la capacité d'investissement des magasins là au sortir de ce qu'ils sont en train de vivre. Alors là, c'est pas facile pour eux en ce moment. Ils traversent une période assez difficile, j'imagine. On a deux types de comportements. On a les gens qui... Alors c'était plus pendant le premier confinement qu'on a eu le comportement des gens qui disaient on va attendre et voir parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Et je pense que c'était assez raisonnable à l'époque. Et là, depuis le deuxième confinement, on voit plus la situation se redresser et les gens commencent à se dire eh bien finalement peut-être que c'est le moment d'investir, peut-être que c'est une opportunité pour que quand les gens vont revenir, que ce sera la fin du confinement, qu'ils ont été coincés chez eux pendant suffisamment longtemps, qu'ils vont revenir dans le magasin, on sera prêt pour les accueillir dans des bonnes conditions. Grégoire Audibert, donc le fondateur de Winter Mushroom. D'autres histoires d'entrepreneurs demain sur Sud Radio.